En Bretagne, on l'appelle juste Dénez. Dénez Prigent est né en pays de Léon, près de Roscoff, sur des terres légendaires d'aventuriers et de corsaires. Révélé sur la scène des transmusicales de Rennes, il est depuis 30 ans l'une des grandes voix de la culture celtique. De Ridley Scott à South Park, de rythmes électro en rap américain et doudouk arménien, sa musique s'est frottée à tous les univers. Mais l'auteur, compositeur et interprète reste passionnément attaché aux chants bretons ancestraux et à leur force cathartique. Passeur de temps, fil mélodique entre la vie et la mort. Le thème de la mort est très présent en Bretagne. C'est un peu générique ce que je vais dire, mais elle fait partie de la vie. C'est vrai, il n'y a pas de grande différence entre les vivants et les morts en Bretagne. Il n'y a pas cette peur de la mort. Il n'y a pas cette peur de la mort parce que le breton sait que la vie n'est qu'un passage, qu'après la vie, il y a une autre vie, et souvent meilleure pour celui qui a été bon. Ici, je ne sais pas si c'est lié à ce côté péninsulaire, au côté granitique de la Bretagne, ce côté magnétique, mais il y avait un rapport entre les Bretons et l'au-delà, et le monde invisible, qui était très fort. Les hommes, d'ailleurs, interrogeaient souvent les animaux sur le passé ou sur l'avenir, sur ce qui est arrivé, sur ce qui va arriver. L'animal avait une dimension sacrée, il avait une connaissance de l'au-delà, de l'invisible que l'humain n'avait pas. Il y a beaucoup de rituels d'ailleurs, notamment liés à la mort. Dans les veillées funéraires, avant d'enterrer un mort, on le met dans une pièce, la plus belle de la maison généralement. Les femmes viennent veiller le mort pendant 3 jours. Elles récitent des incantations, mi-païennes, mi-chrétiennes, qu'on appelle des grassous. À l'époque, en Bretagne, autrefois, il y avait des gens qui étaient payés pour le faire, qui étaient rémunérés pour le faire. Et des femmes, bien sûr, qui passaient leur vie en fait à faire des veillées mortuaires. Je pense que ces incantations étaient là pour accompagner le mort. Souvent, il y avait des morts qui n'avaient pas souvent conscience qu'ils étaient morts. Il leur fallait un certain temps pour réaliser. Donc ces incantations étaient faites pour lui signaler, pour lui faire remarquer que son âme, voilà, elle était enfermée encore dans cette pièce, mais voilà, petit à petit, il fallait qu'elle quitte son corps, qu'elle quitte le monde du vivant pour qu'elle aille vers la lumière. Et après la Toussaint, en Bretagne autrefois, on faisait un repas. Et lorsqu'il y a eu un mort dans l'année, il y avait une place qui lui était réservée avec une assiette et on lui servait son repas. Comme ça, son âme, si jamais elle n'était pas montée au ciel, pouvait encore manger. Et donc moi j'ai vécu ces incantations funéraires lorsque j'étais jeune. J'étais absolument émerveillé par ça. J'ai vu notamment l'enterrement de mon grand-père. J'ai vu ces vieilles femmes réciter ces incantations. C'était avec mes yeux d'enfant, mon regard d'enfant. Je trouvais ça, j'avais un sentiment de sacré qui était incroyable. Je disais quel respect pour le mort, quoi, tout lui était consacré pendant ces 3 jours. D'ailleurs, il y avait aussi cette tradition, c'est-à-dire qu'on ne balayait pas la maison pendant ces 3 jours, de peur que l'âme du mort se soit accrochée à la poussière. Et si on jetait la poussière dehors, à ce moment-là, l'âme était dispersée aux 7 vents. Ablamanda santes cater, ablamanda santes cater, sortias ar flot des arvorder, sortias ar flot des arvorder. La mort est très présente en Bretagne aussi parce que l'histoire de ce pays a été très rouge, très violent, très sanglant. Parce que la Bretagne était, au Moyen-Âge, était un des pays les plus riches d'Europe, de par son sel notamment, parce que le sel c'était vraiment l'or blanc à cette époque, et de par son lin. Son lin, c'est le lin qu'on utilisait pour faire les voiles. Donc c'était un pays économiquement très riche et donc très convoité à la fois par la France comme par l'Angleterre. Et aussi, je pense que la mort est présente aussi en Bretagne parce que c'est une presqu'île. Beaucoup de Bretons vivaient de la pêche, de la mer. Et
du commerce aussi par bateau. Et donc nombreux étaient les navires qui sombraient en mer à cause de tempêtes. Donc enfant, je vivais, je passais beaucoup de temps à Santec, donc dans le Léon. Et le parler là-bas est très fort, très tonique, puisque le paysage est relativement sauvage. Donc les gens, comme pour se faire entendre dans le vent ou rivaliser avec la vague qui claque contre le rocher, donc souvent avaient tendance à parler fort. Et moi, j'ai baigné dans cette musicalité de cette langue, de ce dialecte breton, enfant. Et plus des 3/4 de la population parlait encore breton à cette époque. Et donc partout où j'allais, j'entendais ces gens parler breton. Et il y avait une musicalité dans cette langue qui était très différente du français et que j'ai associé directement à ce paysage préservé. Et quand j'ai appris cette langue, évidemment, c'était pour moi naturel d'apprendre à chanter en breton, et il existait en Bretagne ce grand style, plusieurs grands styles de chant, dont celui de la Gwerz, qui est un style absolument unique au monde et qui m'a tout de suite intéressé de par ses mélodies et de par ses textes aussi qui sont absolument d'une poésie absolument époustouflante. La Gwerz d'abord, donc il n'y a pas d'équivalent en français. Il y aura des gens qui auront tendance à tort de le traduire par complainte. La Gwerz n'est pas une complainte, dans la mesure où la complainte elle énonce un fait divers qui est arrivé, mais elle est assez terre à terre. Elle n'est pas très poétique non plus, forcément. Là où la Gwerz mettra beaucoup de métaphores, beaucoup d'images, des images d'ailleurs magnifiques. La Gwerz, elle énoncera un fait réel, mais elle y ajoutera toujours du fantastique. Je pense qu'il n'y a pas une Gwerz qui ne parle pas de la mort. Et souvent, elle est incarnée sous forme de l'encou. L'encou, c'est la personnification de la mort, c'est l'incarnation de la mort chez les Bretons. Je pense que c'est une figure ancienne qui remonte au druidisme et que la religion chrétienne a absorbé. Donc l'encou, qui est pour le décrire, c'est un squelette avec quelques lambeaux sur lui, quelques lambeaux de chair décharnés. Son visage est ombragé d'un grand chapeau noir. Il est vêtu d'une grande cape noire, elle aussi, et il porte une faux montée à l'envers. Et cette faux est donc destinée à faucher les morts. Et très souvent est en coup le dernier mort de l'année. Il existe de nombreuses histoires sur l'encou. Elles sont innombrables. L'encou, notamment quand on entend le chariot de l'encou, on peut se dire la charrette grinçante de l'encou, celle qui sert à porter les morts, on peut se dire que dans les quelques jours qui suivent, il y aura quelqu'un de la famille, un proche, qui va mourir. Celui qui entend l'encou ou sa charrette grincer ne meurt pas, il n'est pas concerné. C'est quelqu'un de son entourage, un voisin, un ami très proche qui sera concerné. Moi-même, j'ai entendu sa charrette, ici. Stéphanie et moi, nous avons acheté cette maison à une personne qui ne voulait pas, je ne pense pas qu'il n'avait, au fond de lui, il n'avait pas envie de la vendre. Donc il a été soulagé parce qu'on lui a dit qu'on allait bien voilà, c'est comme s'il nous laissait un animal, qu'on allait bien qu'on allait bien s'en occuper. Et donc il est venu plusieurs fois après, quand on a vu qu'on avait planté des camélias, qu'on la restaurait bien. Il était très heureux. Donc il a lâché prise sur cette maison-là, mais elle était quand même dans son cœur. Et moi, une nuit, je me suis réveillé en pleine nuit. Il devait être 3 heures du matin, avec un bruit épouvantable derrière la maison. Mais un bruit vraiment de chariot, vraiment, c'est le cas de dire, de grasement, mais pas un bruissement. Un bruit, comme je disais, un vacarme. Moi, il se trouve que derrière, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, c'est un jardin et c'est la forêt. Et moi, je dis, ça, c'est pas normal, ce bruit. Et 3 jours après, j'apprenais, il y avait son fils qui m'adressait un texto pour me dire que son père était mort. C'est ce qu'on appelle un intersigne. Et on retrouvait les mêmes choses, notamment des cierges comme ça, posés sur une cheminée, qui d'un coup s'éteignaient comme ça. D'un coup, tous les deux, puis se rallumaient, s'éteignaient à nouveau, et se rallumaient, et s'éteignaient, et se rallumaient, à l'unisson. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans toute la Bretagne. Et ça, généralement, quand on voyait ça, c'était annonce de mort.
Zo hablaman entreres, vonda bardunya da sanyan, endes bezedor dit bluyan, vonda bardun sanyan arbis, endes bezet or bluyanis. La guerre, c'est une forme aussi du fait qu'on parle de faits tragiques, qu'on parle indirectement de la mort. C'est une forme d'exutoire aussi. C'est une façon de pleurer. On pleure et après on se sent mieux en fait. La guerre a ce pouvoir un peu cathartique d'arrêter le temps. C'est vrai que comme moi je chante une guerre, c'est comme si le temps s'arrêtait. C'est pour ça qu'elles sont si longues d'ailleurs. Il y a certaines guerres qui font, comme la guerre du Tribuno Minoé qui fait 140 couplets. Elles sont longues parce que justement quand on les interprète, voilà, on n'a plus cette notion du temps, on est vraiment dans l'instant. Voilà, le thème est là aussi n'est qu'un prétexte quelque part, comme je l'ai dit, pour voilà, exorciser des tensions ou des angoisses qu'on peut avoir. Et d'un coup, ça, voilà, on est réveillé, notre âme se réveille et elle pleure avec ce chant. Et quelque part, ça nous fait revivre, ça nous rappelle qu'on est des êtres humains aussi, sensibles et avec tout ce qu'on peut endurer, notre corps peut endurer, notre esprit peut endurer, toutes les souffrances physiques, psychologiques qu'on peut endurer, ben oui, tout ce chant-là, il vient là comme pour laver tout ça. Là, on dépasse, là, on touche au sacré. Je pense qu'on touche au sacré. Obere merzeria dreol ar gristenien, drenechulen dianzau au feis nagocheden. La grand-mère Stéphanie m'avait raconté une histoire, c'était en pays bigoudin. Il y avait un homme, justement quelqu'un de sa famille, de sa grand-mère, qui habitait de l'autre côté, de l'autre paroi. Il avait sa maison de l'autre côté. Et quand il avait besoin, il était assez âgé, quand il avait besoin de quelque chose, il tapait à la paroi comme ça, avec son penne-brasse, comme dit, son bâton. Alors, on allait voir qu'est-ce qu'il avait besoin, lui. Alors, souvent, il avait besoin à boire ou à manger, on lui donnait ce qu'il avait besoin. Et là, cette nuit-là, au plein milieu de la nuit, on entend cogner. On entend cogner, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, à cette heure-ci, il cogne. Et donc, on va voir. Et quand on va voir, il était étendu sur son lit de mort. Et le médecin, lorsqu'il est venu le lendemain, il a dit « Mais cet homme-là est mort depuis déjà... il n'est pas mort la nuit, il était mort déjà moins 10 heures avant. » quoi. Encore un autre intersigne, c'est l'arrière-grand-mère de Stéphanie, ça lui est arrivé. Elle était en train de dormir la nuit. Et son mari était pêcheur. Elle s'est réveillée en pleine nuit et elle a vu le corps de son mari comme ça, flotter au-dessus d'elle, comme s'il était voilà, dans l'eau. Et elle a été complètement épouvantée. Et elle s'est dit, ça y est, ça c'est un intersigne, mon mari lui est arrivé quelque chose en mer. Et 3 jours après, à nouveau, il y a les gendarmes qui sont venus frapper à sa porte et qui lui ont dit, on est venu vous annoncer. Elle les a interrompus, oui, je sais que mon mari est mort. Il est mort noyé. Et les gendarmes ont dit oui, c'est ça. Il a été pris dans une tempête et il est mort. C'est sûr qu'aujourd'hui, notre œil s'est fermé, notre regard s'est fermé. Mais autrefois, les gens savaient regarder. Ils regardaient aussi. Chaque signe ils avaient un sens de l'observation accru
que nous on a perdu, parce que nos sens maintenant sont occupés à autre chose. L'intuition aussi. Le breton est quelqu'un de très intuitif, comme le celte en général. Beaucoup plus, je pense, que le latin. Le latin est plus intellect, il travaille plus par l'esprit, il est plus mental, cérébral. Le breton et le celte, comme les Gallois, voilà, c'est plus dans l'imaginaire. D'ailleurs, la personne qui a écrit Harry Potter, c'est Joanna Rowling, c'est une Écossaise. Et donc tout ce qui est invisible, tout ce qui vient de l'au-delà, aussi le breton a un œil ouvert sur ce monde qui n'est pas physique. Je me suis vu des fois écrire des guers, ça me vient comme ça, des guers de peut-être 40 couplets en une journée, avec en octosyllabes et en rimes, et les vers me viennent comme ça. Et je pense que moi je ne suis qu'un trait d'union entre ce qui est quelque chose de plus haut que moi, quelque chose qui vient du haut, de céleste, de divin, ce qu'on appelle le divin. Et je ne suis qu'un trait d'union entre cette voix qui est au-dessus de moi et tout ce qui vient au-dessus de moi est canalisé par mon esprit et retranscrit sur papier. Et vocalement aussi, quand je chante aussi, c'est un petit peu pareil. Quand je chante, quand j'exprime une émotion, les gens parfois viennent me dire « Ah, j'ai été ému aux larmes, etc. » en écoutant chanter tel ou tel chant. Mais moi je dis, c'est pas forcément moi, c'est qui le fait, c'est quelque chose qui passe en moi pour transmettre cette émotion. La redendes dar fauedis, la qui de no feren bemis, no feren no chilis. Ebro Elian, e blaret gau, e madis kenet anankau, maronor dunemedau. J'essaye d'avoir un rapport sacré à la nature, comme les vieux Celtes avaient, comme les chrétiens ont pu avoir aussi, ou ont toujours. C'est vrai que la nature, c'est vraiment notre mère nourricière. Sans la nature, on n'est plus rien. Nous sommes une partie intégrante de la nature. C'est pour ça que j'aime beaucoup aller dehors quand il y a la tempête. Les gens restent chez soi, ils ont peur de la tempête, ils ont peur du froid. Moi, j'aime bien quand les éléments sont déchaînés. J'aime bien sortir, parce que ça me met en danger. Et ça rappelle ce que je suis. L'homme, aujourd'hui, s'est coupé de la nature et se croyait supérieur, mais on s'aperçoit de plus en plus qu'il a tort, qu'il s'est trompé. Ebro Elian, e blaret gau, e madis kenet anankau, maronor dunemedau. Erik